Saviez-vous que la vie sur Terre a débuté dans l'océan il y a 3,5 milliards d'années? C'est un fait souvent oublié. Alors dans cet épisode, je vous propose de parler de l'océan. Pourquoi est-il si important pour la vie sur Terre? Pourquoi le protéger est essentiel pour le vivant? On a l'invitée parfaite pour répondre à ces questions. Au micro du podcast aujourd'hui, Nathalie Ilmy. Nathalie est docteure en sciences économiques et auteure principale du dernier rapport du GIEC. Dans cet épisode, Nathalie partage avec nous une mine d'informations sur les rôles de l'océan, invisibles pour vous et moi mais nécessaires pour préserver l'équilibre des écosystèmes et la vie terrestre. On est aussi revenu sur les conséquences dévastatrices dues aux activités humaines. Mais pas de panique, on parle aussi des solutions, comme passer d'un modèle économique extractif à un modèle plus génératif. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue au micro de Dessine-moi un futur désirable. Merci. Alors Nathalie, je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es docteur en sciences économiques, spécialisée en macroéconomie et finances internationales. Aujourd'hui, tu es responsable de la thématique économie environnementale au Centre scientifique de Monaco. Beaucoup de tes travaux portent sur des thématiques autour de l'océan, de la biodiversité et au regard des impacts du changement climatique. Et en plus, tu es une des auteurs principales du GIEC. Je dois dire que je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de notre conversation, car tu vas pouvoir nous éclairer autour des impacts et des enjeux de l'océan, et aussi au travers de plein d'autres sujets où la conversation va nous mener. Alors pour commencer, Nathalie, tu es chercheuse en économie environnementale, je le disais en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors au départ, quand j'ai fait de l'économie, c'était plutôt pour faire de l'économie du développement. C'était ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on peut sortir les pays en voie de développement de la pauvreté. Et puis, cette problématique de changement climatique a été une évidence parce que le changement climatique provoque justement de la pauvreté vers les gens les plus vulnérables, qui sont déjà en difficulté pour plein d'autres choses. Ils sont dans des difficultés économiques, sociales et en plus maintenant environnementales. Donc, mon rôle est de reprendre les messages des scientifiques en sciences naturelles et de les emmener jusqu'aux décideurs politiques. Parce que souvent leurs messages, en parlant des biologistes, n'arrivent pas jusqu'aux décideurs politiques parce qu'ils n'ont pas le même langage. Alors qu'en économie, on arrive à monétiser les phénomènes et à ce moment-là, les décideurs politiques sont plus à même à les comprendre. Donc, est-ce que tu peux définir un petit peu plus précisément le langage qui est parlé par les biologistes, par exemple? Par exemple, chez nous, le département de biologie marine au Centre scientifique de Monaco travaille sur le corail et les récifs coralliens. Quand ils expliquent aux décideurs politiques que ces récifs coralliens vont quasiment tous disparaître d'ici la fin du siècle, les décideurs politiques ne voient pas l'intérêt de les protéger. Tandis que j'arrive en disant que si les récifs coralliens venaient à disparaître, ce sont des services écosystémiques qui vont disparaître, par exemple la pêche, le tourisme, la protection côtière, et ça a un coût économique. Ce coût économique est déjà assez élevé, mais si on ne fait rien, dans le futur, il sera encore plus élevé. Donc il y a une urgence à agir rapidement pour protéger ces récifs coralliens afin qu'ils continuent juste à faire leur rôle d'exister et de donner des services à l'humanité. Ok, écoute, je comprends bien. Donc, si je reformule, tu pourrais être en quelque sorte la traductrice de travaux de biologistes, pour reprendre le cas des récifs coralliens, vers des décideurs politiques. Oui, c'est un de mes objectifs. Ce n'est pas le seul, puisque j'ai aussi des études plus centrées sur l'économie. J'ai mes propres problématiques de développement durable qui consistent à lier l'économique, le social et l'environnemental, les trois piliers du développement durable, et expliquer également aux décideurs politiques, notamment lors des COP, ces grands rassemblements internationaux, qu'il y a une urgence à agir, mais pas uniquement d'un point de vue environnemental ou économique, mais tout lié et en tenant compte évidemment du social. Merci Nathalie pour ces précisions. J'ai envie de poursuivre la discussion vers le GIEC. Tu parlais des décideurs politiques. Les travaux du GIEC ont notamment contribué à encore agrandir cette prise de conscience à l'échelle mondiale. Pour tous les gens, c'est vrai, qui s'intéressent à la transition environnementale, au réchauffement climatique, le GIEC, c'est la référence.
Déjà, comment ça se passe pour le GIEC? Comment s'est passée ta contribution? Est-ce que tu as candidaté? Est-ce que tu as été sélectionné? Comment ça s'est passé? Alors déjà, le GIEC, ce n'est pas pour aller vers les décideurs politiques seulement. C'est-à-dire que les décideurs politiques prennent nos messages, puisqu'on a un résumé pour les décideurs politiques, mais on n'a pas comme objectif de leur faire des recommandations clés en main. On les sensibilise aux problèmes du réchauffement climatique et on leur donne des solutions qu'on pense, suite à ce qu'on a lu dans la littérature et évalué, ce sont les meilleures solutions pour faire face au changement climatique. Alors, comment ça se passe par rapport à la sélection par le GIEC? Normalement, les auteurs sont nommés par leur gouvernement, par chaque État. Ensuite, le GIEC les sélectionne suite à cette nomination. Une fois qu'on est sélectionné, on devient auteur du GIEC qui nous met dans des chapitres particuliers selon notre expertise. Pour l'AR6 en particulier, je n'ai pas eu la nomination directement par Monaco. J'ai été sélectionnée directement par le GIEC qui me connaissait parce que j'avais déjà participé au rapport spécial sur les océans et la cryosphère. D'accord, intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la contribution que tu as eue, notamment sur le chapitre 18? Le chapitre 18 est le dernier chapitre du deuxième volet de l'AR6. Donc c'est vraiment faire le lien entre l'adaptation et l'atténuation. La façon de le faire, c'est vraiment de démontrer qu'on peut avoir un développement qui soit à la fois durable, équitable et résilient face au changement climatique. Donc évidemment, quand on veut suivre ces trajectoires, il y a tout un aspect économique et financier. Donc mon rôle était vraiment de mettre en évidence l'importance de l'économie et de la finance pour aller vers cet objectif d'un futur, d'un développement durable plus résilient face au changement climatique. Est-ce que ta contribution a eu un lien avec une des conclusions qui était que, si je me rappelle bien, l'inaction coûtait plus cher que l'action au final? C'est en fait le message que je porte depuis 2009, quand j'ai commencé à travailler sur l'économie environnementale, et démontrer que si on n'agit pas maintenant, ça sera beaucoup plus cher plus tard. Et c'est vraiment dans le même sens que les rapports du GIEC, c'est l'urgence climatique. Mmh. OK. J'ai une question un petit peu plus légère, à te poser sur le GIEC. Sur ta contribution au rapport du GIEC, est-ce que tu aurais une anecdote à nous transmettre? Quelque chose qui t'est arrivé, un élément qui t'a surpris, qui t'a interloqué, à nous partager? Ce qui était particulièrement agréable avec le rapport du GIEC, c'est la multidisciplinarité. C'est, assez surprenant de voir tous ces univers, ces expertises différentes réunies pour aller dans le même objectif et rédiger un rapport commun. Alors on n'est pas forcément d'accord avec les uns avec les autres puisque c'est vraiment, c'est un consensus auquel on doit arriver à la fin, tout en gardant quand même notre expertise et notre particularité. Donc c'est, beaucoup d'anecdotes en réalité, le GIEC. On a des réunions qui sont très folkloriques parce que on se retrouve, avec des nationalités tellement diverses, des cultures tellement différentes et soudainement, on doit être tous ensemble et parler la même chose, parler le même langage Oui. et rédiger ce rapport, donc on se retrouve pour partager quelquefois les mêmes, gastronomies aussi. On aime bien se faire découvrir les uns les autres nos différences culturelles et voilà les anecdotes, ça peut être, des choses, très sympathiques, comme, un repas indien partagé tous ensemble avec, le chapitre où on a tous relevé les manches, on a tous préparé OK, super. ensemble et ça nous a permis de bien terminer une journée de travail et puis ça peut être des moments plus difficiles où justement on n'arrive pas à trouver un accord. On passe, 2-3 jours à s'énerver un petit peu parce qu'on n'arrive pas à imposer son point de vue et puis, finalement, débloquer la situation et là, c'est un soulagement. J'imagine bien. Bah, écoute, merci pour le partage de ces infos. En fait, c'est au-delà des rapports, c'est finalement dans ce que tu dis une aventure assez humaine, cette aventure. Et donc là, pour toi, elle est terminée ou est-ce que tu vas avoir une suite pour ta contribution avec le GIEC?
Alors, quand on a décidé de rentrer dans le GIEC et d'en faire partie, en réalité, on ne quitte jamais complètement. On est en ce moment encore tous liés les uns aux autres via les réseaux sociaux. On envoie des messages quasi quotidiens. Quand on a une question qui nous est posée par un journaliste ou on a une intervention à faire quelque part, on a un contact avec tous les autres auteurs avec qui on peut partager, on peut demander conseil. On a le prochain rapport de l'AR6, c'est le dernier volet, en réalité, c'est le rapport de synthèse D'accord. qui va sortir le 20 mars, Très normalement, prochainement, oui. c'est très prochainement. Et donc, on sera là aussi pour soutenir ce rapport et porter ces messages jusqu'au bout. Ok, eh bien écoute, on va guetter la sortie du rapport le 20 mars prochain. Je vais clore cette partie sur ta contribution au GIEC et je vais glisser vers un autre sujet qui me tient à cœur. C'est tout ce qui va tourner autour de l'océan et de la biodiversité marine. Parmi tes nombreux travaux, et je le répétais en introduction et tu l'as mentionné aussi, tu as étudié l'impact du changement climatique sur l'océan et la biodiversité avec cette volonté de traduire les messages auprès de décideurs politiques. Le rôle de l'océan, c'est un sujet central dans le réchauffement climatique. Je rappelle que la Terre est composée à 70,8% d'eau, donc on peut clairement deviner l'ampleur de son impact. Pour commencer, quel est le rôle de l'océan pour, j'ai envie de dire, l'équilibre de la planète? Alors, l'océan a permis d'absorber 93 de la chaleur excessive dans l'atmosphère. Ça a permis aussi d'absorber à peu près 28% de CO2. Malheureusement, en faisant cela, ça a provoqué l'acidification des océans, sa déoxygénation. L'impact de l'homme est très mauvais en réalité sur l'océan, pas uniquement par rapport au CO2, mais aussi parce qu'on pollue avec le plastique, avec des déchets chimiques. Donc on est en train de perturber tout l'équilibre de l'océan qui joue un rôle primordial dans l'équilibre de notre planète. Et à ce moment-là, on a une balance qui est complètement perturbée et c'est quelque chose qui est vraiment dû aux activités humaines. C'est comme le changement climatique qui est clairement dû aux activités humaines. Donc tu évoquais en début de réponse que l'océan avait absorbé 93% de chaleur excessive. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est la chaleur excessive? On sait qu'il y a un réchauffement climatique. Souvent, on pense à l'atmosphère. En réalité, c'est toute la planète qui s'est réchauffée Oui. et l'océan également. Donc, quand l'océan permettait en réalité de moduler ce réchauffement, mais quand les températures sont trop élevées, il n'arrive plus à jouer ce rôle. Il a absorbé déjà tout ce qu'il a pu et il n'arrive plus à aller plus loin. D'accord, ok, intéressant. Donc là, on peut dire que l'océan a absorbé il se rapproche de la quantité maximale de chaleur excessive qu'il pouvait absorber. C'est bien ça. Ça dépend encore des endroits, c'est très variable selon les endroits, mais globalement, c'est vrai qu'il a du mal à continuer à jouer son rôle de tampon, on va dire, pour réduire les effets du réchauffement climatique. Effectivement, je comprends bien ce rôle de tampon. Tu as évoqué également l'acidification, qui j'imagine a un impact fort sur la biodiversité. Je repense notamment à la fresque du climat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce phénomène? Alors l'acidification des océans, c'est à cause d'un phénomène chimique qui a fait que, en absorbant le CO2 de l'atmosphère, l'océan va s'acidifier. Alors la conséquence sur la biodiversité marine est encore en train d'être étudiée. On n'a pas tous les effets. On sait déjà que ça va impacter les récifs coralliens, ça va impacter tous les mollusques avec une coquille. Alors par exemple, si on met de l'acide sur une craie, on voit bien qu'est-ce qui se passe et l'acidification des océans va jouer la même chose sur les coquilles de certains mollusques. Elle se désagrège, on est d'accord. Elles vont en tout cas s'abîmer, Mhm. ça c'est sûr. Et le problème, c'est que ce sont des espèces qui sont souvent commerciales. Donc l'intérêt économique est là. Ce sont des espèces que normalement on pêche pour manger. Pour certains pays, c'est même leur principale nourriture. Je pense aux petits États insulaires en développement. Voilà, donc par contre, l'acidification des océans, ça ne veut pas dire que l'océan va devenir acide.
il va rester basique, mais il va devenir plus acide qu'il ne l'est actuellement. Est-ce que tu as des choses à compléter sur cette question? Bah, en fait, c'est vraiment important que les gens comprennent que quand on parle d'acidification des océans, qu'on va pas goûter et que ça va pas être le goût d'un citron. D'accord, oui. Ça va être, vraiment une acidification par rapport au pH qui était précédemment plus élevé, mais ça va rester basique. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est qu'on ne va pas, nous, percevoir cette acidité qui a augmenté, mais que par contre, pour les écosystèmes naturels, la biodiversité, l'impact va être très important. Voilà, ça va être très important, notamment donc sur les récifs coralliens. Certains vont disparaître, blanchir, être impactés. Or, les récifs coralliens sont un lieu principal de biodiversité. Ça va impacter toutes les espèces avec des coquilles qui vont être impactées à cause du calcaire. Et d'autre part, on a toutes les espèces de poissons qui vont être aussi perturbées. Alors, pour les poissons, on est encore en train de les étudier. On sait que les juvéniles, les larves vont être impactés. Par contre, on ne sait pas de quelle manière pour tous les poissons encore. Donc, c'est un sujet d'étude qui est en train de se développer. Et à chaque fois qu'on a des résultats, nous, en tant qu'économistes, on s'intéresse à ces espèces parce qu'elles sont commerciales, justement. Elles font partie aussi de la sécurité alimentaire pour de nombreux pays. Donc, si on n'a plus de poissons en bon état pour se nourrir, à ce moment-là, certains pays n'ont plus leur apport protéinique nécessaire. Ouais, j'imagine bien. Et c'est marrant que tu parles de l'apport protéinique. J'avais, je ne sais plus où, lu une stat sur le fait que 10% des protéines consommées à l'échelle mondiale étaient issues des poissons. Est-ce que tu me confirmes cette statistique? Pour les pays en voie de développement et surtout les États insulaires, on sait que 15% de leur apport protéinique vient de la mer, D'accord. déjà. Et d'autre part, avec les nouveaux régimes alimentaires qui sont actuellement à la mode, on va dire, on a de plus en plus de consommation, même dans les pays développés, qui viennent de la mer. D'accord, donc finalement, les régimes, par exemple flexitariens, ont une quantité plus importante de protéines issues de la mer. C'est ça. Et les algues également. On a de plus en plus d'algues qui sont compris dans les régimes alimentaires actuels. Et les algues sont vraiment une denrée qui est en train de se développer parce que sur Terre, on n'a plus assez d'espace pour nourrir toute la planète. D'accord. Si je récapitule jusqu'ici, on a un petit peu parlé de l'impact du réchauffement climatique sur l'océan, avec d'une part l'absorption de chaleur et d'autre part le phénomène d'acidification qui bouleverse complètement la biodiversité marine. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis aussi rendu compte que la biodiversité marine, finalement, elle nous paraissait loin. Si on n'habite pas sur le littoral, par exemple, on peut parfois se sentir pas très concerné par ce qui peut se passer sur ces écosystèmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, finalement, ce qui se passe dans l'océan, c'est directement lié à nous, bien qu'on ne puisse pas le voir? Pourquoi c'est important pour nous? Alors là, c'est le rôle, par exemple, d'absorption du CO2 par l'océan. Imaginez la planète comme une grande baignoire. Cette baignoire est déjà pleine de CO2, donc elle est déjà complètement à ras-bord. Mhm. On a un robinet qui nous fait venir du CO2 dans cette baignoire. C'est ce flux-là qu'il faut réduire, c'est l'atténuation. Mais comme la baignoire est déjà pleine, il va falloir ouvrir la bonde. Cette bonde, pour enlever le CO2, on a deux moyens, la technologie et la nature. La technologie, on ne sait pas encore les effets, tous les effets secondaires, parce que c'est encore très nouveau. Et la maturité n'est pas encore là, si je me trompe pas. En fait, c'est comme le chaudron de la sorcière. On mélange, on ne sait pas ce qui va en sortir. D'accord, j'aime bien cette image. Donc, il nous reste la nature. La nature, alors on pense tout de suite, pour enlever le CO2, on pense aux forêts. La forêt peut effectivement enlever le CO2 parce qu'il est séquestré ensuite dans le sol. L'océan est aussi 25% de la solution. Ce n'est pas négligeable, puisqu'en réalité, l'océan permet d'absorber le CO2. On a des écosystèmes qu'on appelle le carbone bleu qui permettent d'absorber ce CO2. Par exemple, les mangroves, les marais salants, les herbiers marins. En Méditerranée, on a la posidonie. Cette posidonie permet d'absorber le CO2 et de le séquestrer dans les sédiments.
Ça dure pendant des millénaires. Je vais prendre un autre exemple marin, c'est la baleine. Oui, La baleine, en réalité, permet de séquestrer dans son corps 33 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 1500 arbres. Quand cette baleine va mourir, elle va aller au fond de la mer et elle va y rester parce qu'elle est très lourde. Et ce CO2 va être enlevé dans réalité de l'atmosphère, dans sa biomasse et va aller au fond quand elle va finir sa vie. La baleine a un autre rôle aussi qu'elle joue, c'est par le biais du phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont ces micro-organismes qui permettent d'absorber le CO2. Si on regarde sur la planète, le phytoplancton a absorbé 33 gigatonnes de CO2. C'est l'équivalent de 4 fois la forêt amazonienne. Voilà le rôle du phytoplancton. Or, ce phytoplancton nourrit le krill. Les baleines viennent manger le krill et en faisant cela, elles vont aller migrer et en migrant, elles vont faire leurs besoins. Quand elles vont faire leur déjection, ça va fertiliser le phytoplancton. Donc les baleines ont tout un cycle qui jouent avec le phytoplancton et qui permettent par ce biais-là aussi d'absorber le CO2. Donc c'est pas uniquement sur leur corps, mais c'est également dans le cycle qui permet de fertiliser ce phytoplancton qui permet lui-même d'absorber le CO2. la baleine a été en voie d'extinction, il me semble, à un moment. Aujourd'hui, on en est où en fait? Alors justement, les baleines ont subi tous les mauvais effets de l'humanité. On a eu le transport maritime qui a causé des collisions sur ces baleines. On a eu la pollution chimique, la pollution sonore. Donc on perturbe ces baleines, il faudrait juste les protéger. Pour cela, il faudra mettre en place des aires marines protégées. Par exemple, en Méditerranée, on a le sanctuaire Pélagos qui permet de protéger les mammifères marins. Il n'y a pas que les baleines, il y a aussi les dauphins, les autres cétacés. Donc, ce sanctuaire Pélagos est un accord tripartite entre la France, l'Italie et Monaco. D'accord. Et on a donc une aire marine protégée qui va de la côte de la France, Monaco, l'Italie jusqu'à la Corse. Et ce qu'avait dit l'accord en décembre 2022, il y avait la COP 15 de la biodiversité. Donc cette COP 15 de la biodiversité a donné un accord qui est aussi important que l'accord de Paris pour le changement climatique, sauf qu'il est pour la biodiversité. C'est l'accord de Kunming-Montréal. Oui. Et cet accord est clair, il faut protéger 30% de la planète d'ici 2030. Donc cette protection, c'est la terre et la mer. Donc les baleines doivent être protégées dans ces aires marines protégées et cela permettra justement de protéger également toute la biodiversité comme les poissons. Il ne faudra pas les pêcher trop, il faut faire attention. Alors justement, là, je suis en train de préparer un workshop à Monaco pour la Monaco Ocean Week qui se tiendra la semaine du 20 mars. Et cette semaine-là est dédiée aux océans. Mon workshop, c'est pour montrer que les poissons, si on les laisse dans la mer, ils permettent d'absorber le CO2. C'est ce qu'on appelle le fish carbone. Si maintenant on venait à les pêcher, on en a besoin aussi, comme on a dit, pour notre apport protéinique, pour notre sécurité alimentaire. Par contre, ce qui est très mauvais, c'est la surpêche. Oui. Donc, il faudra arriver à un équilibre entre le poisson qu'on va laisser jouer son rôle d'absorbateur de carbone et le rôle du poisson comme sécurité alimentaire et éviter tout ce qui sera surpêche. J'ai envie de continuer sur ce sujet de la surpêche puisque tu l'évoques. De façon plus générale, tu commençais en disant les baleines ont subi tous les mauvais effets de l'action de l'homme. Pareil, quand j'ai préparé cet entretien, je me suis dit qu'il y avait trois grands impacts quelque part. La surpêche, le trafic maritime et la pollution.
Tu les as un petit peu évoqués au fil de la conversation. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelles sont les principales conséquences? Peut-être il faut retenir qu'il y a en fait les 3 grands problèmes globaux, les grands challenges mondiaux sont, le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Donc souvent ce sont les 3 grands phénomènes qu'on évoque à chaque fois et maintenant on arrive à les lier. Parce qu'en réalité la perte de la biodiversité est due aussi au changement climatique et à cause de la pollution, on perd également la biodiversité. Donc, cette, perte de biodiversité, c'est, en fait, toutes les solutions qui viennent de la nature face au changement climatique qui sont impactées. Donc, si on perd cette biodiversité, on ne pourra plus lutter contre le changement climatique. C'est comme une boucle et quand on parle de pollution, on a évidemment la pollution chimique, on a la pollution plastique et on a la pollution sonore également qui est Oui, très importante et dans la pollution chimique, on a toute la partie qui est due justement aux combustibles fossiles, mais aussi, à tous les médicaments qui sont rejetés dans la mer, à tous ces produits industriels qui sont fabriqués sur terre et qui atterrissent finalement dans la mer. Quand on dit que la mer est loin, en réalité, la mer n'est pas loin de nous. elle nous paraît loin parfois. Elle nous paraît loin, mais comme je disais, la mer, d'abord, c'est le poumon de la planète. Donc si on perd le rôle de l'océan face au changement climatique et comment il absorbe le CO2, ben, en fait, on peut plus respirer. Oui, il faut le dire. Oui, Donc on a absolument besoin de la mer, même si on habite très loin dans la haute montagne, la mer n'est pas loin en réalité. Et puis ce qui se passe dans la haute montagne a des effets dans la mer, puisque les glaces qui fondent vont finir dans la mer en réalité, d'accord? Quand on parle de la montée du niveau de la mer, c'est dû à 3 grands phénomènes. Premièrement, c'est la fonte des glaces en Arctique, en Antarctique. Deuxièmement, c'est la fonte aussi des glaces dans la haute montagne. Et puis, on a l'expansion de la mer due au réchauffement de la planète. C'est la dilatation. Donc, tout cela va causer la montée du niveau de la mer. Et ça impacte la côte et on sait que 50 de la population mondiale vit sur la côte et en 2050, ça sera 75 de la population mondiale qui vivra au bord de la mer. pourquoi cette augmentation de 25%? C'est dû à la croissance démographique. D'accord. Donc effectivement, j'aime bien le cadre que tu nous as donné de dire que on a le réchauffement climatique, la biodiversité et la pollution, et en fait tout ça se recroise. Tu as évoqué beaucoup d'impacts négatifs qu'on pouvait déjà mesurer. J'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu des solutions. Tu as évoqué les sanctuaires, et tu as dit notamment qu'on pouvait plutôt compter sur des solutions naturelles. Concrètement, est-ce que tu aurais quelques actions à nous partager qui peuvent être faites probablement à l'échelle des États, mais aussi peut-être à l'échelle individuelle, qui pourraient alors concerner nos auditeurs plus directement? Alors évidemment, on pense tout de suite aux aires marines protégées, ça c'est le premier point, mais on sait que les États doivent travailler entre eux parce que, il y a un besoin de coopération pour protéger la terre et la mer et la planète en général, parce qu'on ne peut pas agir seul. Alors au niveau individuel, on a aussi un rôle à jouer. La société civile est très importante. Il faut une vraie prise de conscience. Si on laisse couler l'eau du robinet, c'est le manque d'eau qui va jouer et il y a déjà un problème d'eau potable. Donc on est en train de détruire ce qu'on a déjà sur notre planète et on est déjà en train d'impacter. Si on continue à acheter du plastique, ce plastique va finir encore dans la mer la plupart du temps et va encore polluer davantage. Donc même au niveau de notre consommation, il faut que ce soit une consommation plus circulaire, plus juste, plus équitable et il faudrait arrêter de faire venir tous les produits, de très loin parce que juste on a envie de consommer des fraises toute l'année Mhm. alors qu'en fait c'est un produit saisonnier. Ça c'est juste l'exemple des fraises, mais c'est vrai pour tous les autres fruits et légumes. Il faudrait arrêter de les faire venir de loin en faisant des transports qui vont dégager encore plus de CO2. Donc tout cela est très important sur notre empreinte carbone, même au niveau individuel. Ouais, j'imagine bien. Et à l'échelle
peut-être des États? Tu nous as cité les aires marines protégées. Est-ce qu'ils peuvent réaliser d'autres actions qui pourraient avoir un impact significatif? Je pense peut-être à la surpêche, par exemple. Alors au niveau des États, il faut trouver des accords. C'est pour ça qu'il y a des grandes réunions internationales, notamment au niveau des Nations unies, au niveau des BBNJ. Alors, les BBNG? Les BBNJ, c'est, tous les accords au-delà des juridictions nationales. C'est très important pour les questions de surpêche, mais aussi les explorations du fond de la mer. Parce qu'en réalité, on ne sait pas, quand on explore le fond de la mer, si on commence à extraire les produits, d'accord qu'on en a besoin d'un point de vue économique, mais on ne sait pas l'impact géologique et biologique qui va avoir lieu parce qu'on aura sorti du fond de la mer, on aura remué Mmh. la terre et donc on sait déjà que ça va dégager le CO2 qui aura été déjà emprisonné depuis des millénaires. Donc tu parles, par exemple, d'exploration pour des énergies fossiles ou pour l'extraction de sable? Ça peut être l'énergie fossile effectivement, mais ça peut être aussi tous les minerais parce qu'on a les nouvelles technologies qui sont très riches en minéraux rares et ces minéraux rares, on sait qu'ils se trouvent au fond de la mer. Alors on a l'impression que si on allait les chercher au fond de la mer, ça ne se verrait pas. Parce que, ben, c'est pas comme sur terre, on n'est pas en train de faire des mines à ciel ouvert, c'est au fond de la mer. Mais par contre, ça a des effets, parce qu'on sait que le CO2 a été absorbé par l'océan et que ça a été séquestré au fond de la mer. Quand on commence à remuer le fond de la mer, ce CO2 va remonter et va aller dans l'atmosphère en finale. Mais du coup, ce transfert de CO2, il est, par exemple, si on prend l'extraction de fossiles, il va être libéré avec l'extraction de fossiles, ou en fait c'est rien que le fait de remuer qui finalement fait remonter ce carbone en surface. C'est juste l'effet de remuer. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a des accords qui sont en train de se mettre en place en dehors des juridictions nationales, justement, pour donner un droit à la nature, pour donner un droit à cet océan et surtout éviter justement ces explorations sous-marines qui peuvent détruire en réalité les fonds marins et auront un impact sur toute la planète. Alors, on sait que 15% des réserves mondiales de pétrole se trouvent en Arctique, sous la glace. On sait que 30% des réserves mondiales de gaz se trouvent également dans l'Arctique. Donc si la glace fond, comme elle est en train de fondre actuellement, ça va être encore plus facile d'aller les chercher. Or, si on va les chercher, on augmente tout simplement notre combustible carbone Effectivement. et on est en train de détruire notre planète avec une énergie fossile, alors qu'on devrait aller vers le renouvelable. On devrait aller vers l'éolien, le solaire. C'est très intéressant, j'avoue que je n'avais pas connaissance de ces statistiques sur les réserves de pétrole et de gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cet exemple très précis, des discussions sont en cours pour pouvoir protéger ces zones? Notamment, tu faisais référence à l'Arctique. Cette semaine, à New York, se tenaient des discussions justement pour protéger les fonds marins. Donc ce sont des discussions qui reviennent sans arrêt, mais c'est très difficile d'avoir un accord parce qu'il faut l'unanimité dans les Nations Unies. Il suffit qu'un pays s'y oppose et on est bloqué. Donc on repart de zéro à chaque fois. Ça a été les mêmes discussions pour la surpêche en réalité. Et j'imagine aussi que le rôle des lobbies a été très important dans ces discussions. On sait que les lobbies des pêches sont très importants. On sait que toutes les nouvelles technologies sont maintenant un lobby très important. Par exemple, dans notre téléphone portable, on a plein de nouveaux minerais et ces nouveaux minerais se trouvent à profusion au fond de la mer. Donc on comprend très bien que d'un point de vue économique, on a des entreprises qui ont tout intérêt à permettre la possibilité d'aller les chercher justement au fond de la mer. Effectivement, et d'où l'importance de ces accords pour les protéger. Ouais. Je te remercie pour ton partage qui nous a permis de donner un scope assez large. On a évoqué beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qui te tiendrait à cœur de rajouter sur ce sujet? Je pense que d'un point de vue économique, il faudrait changer de modèle. Il faut trouver un autre paradigme. Ouais, Il faut trouver un modèle où on passerait d'une économie extractive, où on va prendre les ressources naturelles parce qu'on considère que ça n'a pas de prix de prendre les ressources naturelles, et vers un modèle qui sera plus un modèle régénératif.
C'est donner le bien-être à la nature et de protéger notre santé. Pas seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Quand on regarde la mer, c'est un bien-être mental également qu'on ressent immédiatement. Donc ce changement de modèle de l'extractif vers le régénératif est très important. Je sais que ce podcast s'appelle Décidement un futur désirable. Est-ce que pour toi, finalement, ce changement de paradigme vers un modèle régénératif, c'est un début de ta vision d'un futur désirable pour les écosystèmes marins et l'océan? Je pense qu'effectivement, il faudrait avoir une nature qui soit inclue dans le modèle économique. Pour arriver à faire cela, il faudra impliquer tous les acteurs, tant au niveau local, régional, national, international, et il faut une coopération entre tous. Mon modèle, en fait, idéal, c'est un modèle on a un développement qui soit à la fois économique, social, environnemental, c'est-à-dire vraiment durable, qui comprenne l'équité, la justice sociale, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, de n'oublier personne au bord de la route. On a des gens qui sont plus vulnérables que les autres. À peu près 3,3 milliards de personnes sont vulnérables face au changement climatique. Et ça, c'est un chiffre donné dans les rapports du GIEC. Donc ces personnes-là sont plus impactées encore que nous, on va dire, qui avons la chance d'être dans un pays développé. On a les moyens de lutter parce que on a une prospérité différente par rapport aux autres. Notre richesse, il faut la partager sur toute la planète. Il faut être solidaire. Solidaire face au changement climatique, face à la perte de la biodiversité et face aux pollutions qu'on a provoquées. C'est la justice climatique en réalité. Les pays développés ont un rôle beaucoup plus important que les pays en voie de développement face au changement climatique. Maintenant, on demande aux pays en développement de participer également. Oui, bien sûr, il faudra tous coopérer, mais chacun à la hauteur de ses responsabilités et de ses moyens. Pour moi, un futur désirable, c'est aussi vivre en harmonie avec la nature, de ne pas voir la nature comme séparée de nous-mêmes. En fait, l'homme fait partie de cette nature. On a tendance à l'oublier. Je trouve qu'on a de plus en plus tendance à l'oublier. Je me permets de t'interrompre parce que tu vois, par exemple, quand on est dans des environnements très urbains, finalement, la nature, elle est totalement absente. Et parfois, c'est dur de se rappeler chaque jour à quel point l'homme fait partie du vivant, en fait. Oui, exactement, on fait partie de la même communauté du vivant. Et justement, quand on habite dans les villes, il faut ramener la nature dans les villes. Il faut repenser à faire des coulées vertes parce que le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère va être aussi absorbé par ces coulées vertes, même dans les villes. Tu peux nous expliquer ce que sont les coulées vertes? Ce sont des espaces avec beaucoup d'arbres, beaucoup de nature qui vont permettre justement d'absorber le CO2. Par exemple, à Nice, on est en train de détruire des bâtiments hideux pour remettre la nature au centre de la ville. Et cette nature va nous permettre aussi d'éviter les îlots de chaleur qui sont provoqués dans les villes à cause du changement climatique. Alors, on a une petite digression sur la coulée verte, mais j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Donc, je te repose la question, Nathalie. À titre du coup très personnel, c'est quoi ta vision d'un futur désirable? Pour moi, le futur désirable, c'est de ne pas oublier les enjeux écologiques à cause des enjeux économiques. Je sais bien qu'il faut toujours avoir une croissance économique parce que le PIB est toujours la façon dont on classe les pays. D'ailleurs, à ce propos, l'océan, si on lui donne une valeur, l'océan se classerait septième dans le classement des PIB mondiaux. Donc l'océan est aussi source de richesse. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. En réalité, l'océan, c'est tous les secteurs économiques qui sont liés à l'océan, comme la pêche, le tourisme, le transport maritime, et ça a de la valeur. Donc ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si on détruit cet océan, c'est toute cette valeur qu'on va perdre. Donc pour moi, le futur désirable, c'est vraiment ne pas oublier l'écologie parce que on va penser uniquement aux enjeux économiques. Alors pour cela, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que les gens en prennent conscience.
qu'ils aient envie de protéger les océans, voire de restaurer ces habitats. Donc, c'est vraiment tout un état d'esprit qui devrait changer chez tout un chacun et surtout avec les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont notre avenir. Si on veut que notre planète reste en bon état, c'est sûr que nous, on doit faire attention à leur donner une planète qui soit encore en bon état, mais c'est à eux de la maintenir. Et ce que je constate actuellement, c'est qu'effectivement, les jeunes sont beaucoup plus sensibles aux enjeux environnementaux. J'aime bien ta façon de poser les choses en disant que finalement on ne doit pas oublier la nature, le vivant dans l'environnement économique dans lequel on est, parce que finalement en fait tous sont liés et que la responsabilité du futur elle incombe à chacun. Alors j'entends ce que tu dis sur les jeunes, c'est marrant à titre personnel, je me dis vraiment que c'est l'affaire de tous. En fait, vivre avec la nature, c'est pas un retour à la nature forcément, c'est prendre conscience que cette nature nous apporte beaucoup. C'est comme on disait, c'est pas parce qu'on est loin de l'océan qu'on ne doit pas prendre conscience de l'importance de l'océan pour nous tous, pour toute la planète. Donc, garder la nature en tête, c'est aussi l'art, c'est la culture, c'est tout ce qu'on peut trouver comme tableaux qui sont relatifs à la nature, parce que la nature a toujours été une inspiration pour les artistes. Cette nature a été une inspiration pour les écrivains, pour les peintres. Reprendre conscience de tout ça, c'est aussi très important parce que même si on vit dans une ville, la nature reste à côté de nous et son rôle est toujours aussi important en réalité. Donc si je résume ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il y a une place très forte de la nature qu'on a presque un petit peu oubliée quand même aujourd'hui par cet écosystème économique dans lequel on vit et que finalement il faut lui redonner sa juste place. Oui, tout à fait. Si je reprends l'exemple des récifs coralliens, les récifs coralliens pour les Polynésiens par exemple, c'est là où les âmes de leurs ancêtres se réincarnent. Intéressant. Donc du coup, il faut la protéger. Si on regarde le film à Disney, Vaiana, c'est, en fait la grand-mère qui se réincarne en ré. C'est la nature, c'est un Je ne l'ai retour à pas la vu, je nature. te fais confiance. Donc, en réalité, le rôle de la nature pour certaines cultures est tellement important. Je pense aussi au chamanisme. Donc, je ne dis pas que notre culture devrait aller aussi loin, mais par contre, il ne faudra pas oublier la nature juste parce qu'on est dans une culture plus urbaine. Et selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'on l'a oublié? Je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. En réalité, ils voient la nature comme quelque chose de gratuit, facile d'accès. Or, si, en tant qu'économiste, on donne une valeur à cette nature, alors on ne donne pas une réelle valeur à la nature en elle-même, je vous rassure. En réalité, on donne une valeur au service écosystémique, c'est-à-dire Est-ce que tu peux expliquer oui, la différence entre les deux? on donne une valeur au service écosystémique, c'est-à-dire les services que la nature rend à l'humanité. Par exemple, mon salaire n'est pas ma valeur. Mon salaire est la valeur du service que je rends à mon entreprise. De la même manière, la nature rend un service à l'humanité et on calcule quelle est la valeur de ce service. Effectivement, j'entends bien la différence parce qu'on pourrait se dire à première vue que quand on donne une valeur à la nature, en faisant un petit peu un raccourci aussi dans la façon dont on explique les choses, qu'on applique notre vision très centrée sur l'homme au monde qui nous entoure. Alors, ça, c'est peut-être aussi la vision d'une économiste. C'est vrai que pour nous, l'homme est quand même le centre du système et que ce soit la nature ou que ce soit ce qu'on aura produit, c'est vrai que le rôle de l'homme reste très important pour un économiste parce que c'est vraiment le centre de notre monde. C'est pour ça que je parlais du changement de paradigme, c'est-à-dire arriver de passer d'une économie extractive vers une économie régénérative où la nature a une vraie valeur, où on ne prend pas tous les produits issus de la nature comme quelque chose de gratuit et évident, parce que ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut donner une valeur à la nature, au service qu'elle rend, plus justement, parce que du coup, ça devient aussi important que ce qu'on aura produit
et qui sera compris dans le PIB. Mmh. Est-ce que finalement, à terme, tu vises un objectif où les services rendus par la nature sont comptabilisés dans le PIB? Oui, alors ça sera plus le PIB, ça sera peut-être un autre indicateur économique qui comprendra la nature comme capital naturel. Et d'ailleurs, les investisseurs ont bien compris ça, puisqu'on commence déjà à voir l'émergence des marchés carbone, des marchés de la biodiversité, où on a des investisseurs qui vont investir pour la protection de cette nature. Parce qu'ils ont compris qu'en protégeant la nature, on protège notre bien-être et notre santé, et qu'à ce moment-là, on pourra avoir une économie qui est beaucoup plus prospère. Je comprends bien ce que tu évoques. Ça me fait penser à, quelque part, cette action à l'échelle mondiale. Tu évoques que dans le monde, économique et financier, des acteurs commencent à s'intéresser au marché carbone. Tu évoquais le marché de la biodiversité. Si je prends un petit peu de recul et que je me projette, il y a 50 ans, on a eu le rapport de Meadows et cetera. Pourtant, on a l'impression d'être encore un peu au début de cette action, de cette protection à la biodiversité qui est, relativement timide. Il y a plein de travaux sur lesquels toi tu travailles, qui vont dans ce sens de montrer que les services rendus par la nature sont très importants. Pourtant, on sent qu'il y a toujours encore un espèce d'espace entre, la réalité et les actions qui sont mises en place. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Ce qui bloque, c'est la volonté politique et c'est la régulation. Ce qui manque, c'est une vraie régulation avec des lois très strictes. En Nouvelle-Zélande, par exemple, on a déjà donné les droits à la nature. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et on considère, par exemple, en Nouvelle-Zélande, que les rivières ont une personnalité avec des droits. Donc ça, c'est quelque chose qui devient important. J'évoquais les marchés carbone. Alors, pour expliquer comment ça marche, on a des écosystèmes, comme les mangroves, qui permettent de capturer le carbone. Les scientifiques peuvent nous donner un chiffre exact en disant combien de tonnes de carbone sont capturées par un hectare de mangrove. Mmh. On sait que ces mangroves se trouvent essentiellement dans les pays tropicaux, dans les pays qui sont plus pauvres. Donc si ce carbone est capturé effectivement par ces mangroves, comme nous le disent les scientifiques, que nous, en tant qu'économistes, on leur donne une valeur économique, on obtiendra des crédits carbone. Ces crédits carbone, on pourra les vendre sur les marchés financiers. Le problème, c'est qu'il faut les certifier. On a deux types de marchés carbone actuellement. On a les marchés carbone qui sont étatiques et réglementés avec une vraie certification par les Nations Unies. Et à côté, on a les marchés carbone volontaires. Ces marchés carbone volontaires ne sont pas assez réglementés. En fait, c'est les entreprises qui sont obligées d'être net zéro en 2050, c'est-à-dire compenser leurs émissions de CO2 par des achats de ces crédits carbone. Donc eux, ils sont très motivés d'aller en acheter, mais c'est la certification qui n'est pas encore bonne. Donc comme je disais, ce qui manque, c'est des vraies lois se mettent en place et qui obligent une certification exacte de ces crédits carbone pour qu'on puisse être sûr que quand on investit dans la protection des mangroves, ce soit vraiment quelque chose qui va se rajouter et qui va enlever le CO2 de l'atmosphère et pas quelque chose qui existe déjà. Donc ça veut dire qu'on n'aura fait aucune action supplémentaire. Bien sûr, je comprends effectivement le rôle, fondamental d'encadrer toutes, ces pratiques. Je voulais juste rajouter que comme ces mangroves se trouvent dans les pays en voie de développement, si ces pays en voie de développement arrivent à vendre leurs crédits carbone sur les marchés financiers et les mettre sur leur compte de calcul de richesse, à ce moment-là, ces pays vont devenir des pays développés, des pays riches en nature. Tu veux dire en capital naturel, mais, avec une retombée économique tangible pour eux? Exactement, ils vont pouvoir la rajouter sur leur compte de la nation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir la comptabiliser réellement comme richesse et ne plus être des pays en voie de développement. Ils vont pouvoir rembourser leurs dettes avec ces crédits carbone. Je vais peut-être juste rajouter quelque chose en disant que certains pays ont déjà commencé à tenir compte de leur crédit carbone dans leurs cotisations déterminées au niveau national
pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris. Ces pays sont par exemple Belize et les Seychelles. Et maintenant, il y a une négociation pour que le Gabon aussi commence à le faire avec ses forêts. Effectivement, je pense que l'exemple que tu viens de nous donner avec le marché du carbone, il incarne assez fortement la nécessité d'une action politique forte. Ma prochaine question, elle est un petit peu sans transition et j'ai très envie de te la poser avant la fin de cette interview. Tu travailles, Nathalie, sur tous ces sujets depuis 2009. On sent que c'est quelque chose qui t'anime très fortement. Tu as donc émis beaucoup, j'imagine, de recommandations envers des chefs d'État, tu l'évoquais au début. Qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion? J'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'ascenseurs émotionnels parfois, quand tu arrives à trouver les bons chiffres qui permettent d'asseoir des recommandations fortes. J'imagine que ça doit te provoquer de la satisfaction. Et j'imagine à l'inverse que quand tu émets ces recommandations et qu'elles ne sont parfois pas toujours suivies, que ça doit être très frustrant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu peux ressentir en tant que scientifique, en tant qu'économiste? Alors, je garde des moments très forts en mémoire. Ce sont par exemple mes passages aux Nations Unies à New York, D'accord? où évidemment dans l'hémicycle il y avait 164 délégations qui étaient là, très à l'écoute. On sentait qu'ils étaient sensibles à ces problèmes environnementaux. Et après, je sentais aussi toute la difficulté de mettre vraiment en place les actions derrière le ressenti. Oui. Donc ça, c'était une frustration. Comme côté positif, je dirais que j'ai de la chance de travailler à Monaco, où Ok. on a un prince très engagé sur l'environnement et plus particulièrement l'océan, à travers aussi sa fondation. Et là, c'est une satisfaction parce qu'on sent vraiment qu'il est sensible au message des scientifiques et qu'il est à l'écoute. Et quand il prend nos messages, il les emmène jusqu'au plus haut niveau dans les réunions internationales. Il fait référence à nos travaux. Donc là, c'est une vraie satisfaction. D'accord, c'est votre véritable relais. Voilà. Est-ce que tu as une autre frustration à nous partager? Tu évoquais celle des Nations Unies où c'était difficile de passer à l'action. Est-ce que tu en as une autre? Je peux aussi parler des COP. La dernière COP, c'est la COP 27, a eu lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et on avait l'impression qu'il y avait plusieurs COP dans la même COP, en fait. Ok, intéressant. On avait la green zone, la zone verte, on avait la zone bleue. Dans la zone bleue, on avait d'un côté les pavillons, où on intervenait en tant que scientifique, et de l'autre côté tout l'espace négociation. Et on avait l'impression qu'on avait trois COP séparées. La société civile dans la partie verte, les scientifiques qui étaient en train de passer de la partie verte à la partie bleue, mais on n'avait pas vraiment le lien avec l'aspect négociation. Donc en réalité, on parlait entre nous, entre scientifiques convaincus, on parlait à la société civile et on sentait bien qu'ils étaient convaincus aussi. Et d'un autre côté, on avait les décideurs politiques qui faisaient leurs négociations dans un espace à côté et on ne sentait pas que nos messages allaient jusque-là en réalité. Donc ça, c'était aussi une frustration. C'est assez fou ce que tu me dis parce qu'en fait c'est un peu l'allégorie du message qui a du mal à passer mais physiquement représenté. Oui, tout à fait. On avait vraiment l'impression qu'il y avait 3 espaces séparés et qu'on n'arrivait pas à passer, entre les cloisons, Oui, on va dire. physiquement. Je te remercie beaucoup Nathalie, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message à laisser, quelque chose que tu voudrais dire en guise de conclusion? J'aurais voulu parler du futur désirable. Allons-y, c'est la thématique du podcast après tout. Voilà. Le futur désirable est un futur où nous nous engageons à prendre soin de notre environnement, à nous protéger des dangers du changement climatique et à utiliser des énergies renouvelables pour réduire notre empreinte écologique. Le futur désirable, c'est aussi, comme je le disais, vivre en harmonie avec la nature, en respectant la biodiversité et les écosystèmes. Le futur désirable, c'est aussi un futur où nous nous efforçons d'améliorer la qualité de vie des gens à travers le monde en leur fournissant les moyens de réaliser leurs rêves. Je pense aussi qu'un futur désirable s'appuie sur l'égalité, la justice, la solidarité. Et pour moi, un futur désirable, c'est un futur où tout le monde est traité avec respect et dignité, peu importe leur sexe, leur race ou leur origine.
Je vois également un futur où le monde a accès aux mêmes opportunités, où les divergences sont acceptées et même encouragées. Que ce soit au niveau de la nature, que ce soit au niveau de l'océan, que ce soit face au changement climatique, on sait qu'il faut faire vite, qu'il faut agir dans l'urgence, qu'on aura de moins en moins d'options ouvertes. Les fenêtres sont en train de se refermer petit à petit si on attend les possibilités d'adaptation. Donc agissons tous ensemble. Je te remercie beaucoup Nathalie pour ce véritable plaidoyer pour un futur désirable qui incarne la conclusion de ce podcast. Merci beaucoup. Merci Marie. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. À très vite dans un prochain épisode.